avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Clémence. Elle est doula. Vous pouvez la retrouver sur son site internet www.clémence-doula.fr ou bien sur son compte Instagram. En fait, son nom, j'ai toujours du mal à le prononcer. J'aimerais bien que tu m'aides, s'il te plaît. Ça se prononce Epicléia. Epicléia, ok. Ça a une signification ? Oui, ça veut dire Clémence en grec, enfin la Clémence. Ah, Voilà. ok, merci. Je vous mettrai bien sûr ces références en description du podcast. Et Clémence va nous expliquer ce que c'est le métier de doula. Comment est-ce qu'elle est devenue doula ? Comment est-ce qu'elle a trouvé sa motivation ? Comment est-ce que son changement en tant que mère a amené justement cette volonté de changement pour amener quelque chose aux familles ? Personnellement, j'ai appris plein de trucs. Nous reviendrons aussi sur le contenu d'un article paru dans Cosette récemment, qui parle justement des doulas, en les présentant comme un petit peu des personnes anti-médecine, avec des dérives sectaires mises en place un peu partout, et qui mettent en danger la santé des patientes qui sont suivies. Merci à Clémence d'avoir éclairé le sujet avec toute sa nuance, sa prise de recul, et en même temps avec une parole assumée et engagée. Je vous laisse tout de suite découvrir l'épisode avec cette première question. Clémence, c'est quoi une doula ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc une doula, c'est une personne formée à l'accompagnement des familles, donc une personne quel que soit le genre et quel que soit le type de famille, pour apporter un soutien informationnel, émotionnel et logistique dans des passages de vie comme la préconception, le prénatal, l'enfantement, le postnatal, et formée à l'accompagnement de tous les événements qui peuvent survenir dans ces passages-là de vie, comme les deuils périnataux, les maladies, les séparations. Ok. Et certaines doulas sont aussi formées, ou en tout cas prennent à leur charge l'accompagnement des proches autour de ces familles-là, pour leur offrir un vrai espace de transformation identitaire aussi, comme des parents qui deviennent du coup grands-parents, comme des enfants qui deviennent grands frères, grandes sœurs, etc. Ça en fait des choses, dis donc. Oui, oui, oui. Mais pour le coup, c'est quoi la différence entre une doula et une sage-femme en fait ? Oula, il n'y a pas une différence. Ça n'a strictement rien à voir. La doula n'a pas de formation médicale et n'est pas formée à mesurer, surveiller, diagnostiquer tout ce qui peut être bah oui, de l'ordre du médical dans ces passages de vie-là. Donc c'est vraiment uniquement de l'informationnel et de l'émotionnel, en fait. D'accord, donc une doula seule, la doula est un élément de l'accompagnement des familles dans le projet enfant, si je comprends bien, Ouais. mais seule, c'est pas suffisant, quoi. Alors, ça dépend. Les familles peuvent choisir de ne pas être accompagnées médicalement. Ça reste un droit Mhm. et c'est au libre arbitre de chacun. C'est, voilà. Et du ou de la doula d'accepter ou non d'accompagner les familles qui n'auraient pas de suivi médical en complément. Ça reste, voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais le suivi médical n'est pas obligatoire à proprement parler. Mais sinon, c'est effectivement un métier très complémentaire à celui du suivi médical. Et comment ça se fait qu'on arrive là comme ça sur un espèce de développement de la doula parce que moi en fait j'en avais pas entendu parler ne serait-ce qu'il y a 3 ans Mm. quand ma fille Sarah est née et je savais même pas que ça existait. Comment ça se fait qu'on entend plus parler là à ton avis ? Je pense que ça vient dans la mouvance de tout ce qui se fait autour de l'enfance, en fait. Je pense que le point de départ, c'est l'enfance. Cette mobilisation autour des droits, des besoins des enfants. Et ça démarre par une naissance respectée, en fait. Et la naissance respectée, c'est pas forcément le rôle de la doula de faire respecter une naissance. Par contre, c'est la doula qui va venir donner un espace aux familles pour se demander c'est quoi pour moi une naissance qui sera respectée et qui du coup respectera mon passage de vie et me donnera suffisamment de ressources
pour passer ma vie, auprès de mon enfant en ayant un maximum, de ressources, heu et de bienveillance. OK, ça fait quand même beaucoup de choses, ça fait beaucoup, beaucoup de sujets. Toi, avant d'être doula, tu faisais quoi? Parce que ça fait à peu près ça fait un an que tu es Ouais. doula, c'est ça? Tu faisais quoi avant d'être doula? J'étais, coordinatrice qualité dans une entreprise de réseau de fluides médicaux. Donc, j'étais chargée de Hein, hein. l'obtention obtention et maintien du marquage CE médical, hem, pour, pouvoir répondre à des appels d'offres tout simplement. Donc je travaillais avec, les autorités compétentes et les organismes certificateurs, et j'étais chargée de la rédaction de procédures, à mettre, en application dans mon entreprise pour correspondre, aux déclarations, et normes françaises et européennes dans ce qui concerne le le certificat, européen médical, voilà. OK. Ouais. C'est moi ou ça a rien à voir? Alors Mmh. ça n'a rien à voir, mais je pense qu'aujourd'hui ça m'apporte une certaine, rigueur, Mmh mh. hem et puis aussi un entraînement à lire des textes qui sont très lourds à lire, et à en faire ressortir l'essence, pour pouvoir l'appliquer. Bah, là, c'était dans des entreprises, mais du coup, là, pour moi, ce serait pour l'appliquer dans ma pratique de doula, donc c'est toujours utile. Ça n'a rien à voir, mais c'est utile. Tu as développé des compétences qui, là, te sont utiles, quoi, c'est C'est ça? ça. Et comment tu es devenue doula alors? Comment tu as décidé de te dire, «Tiens, je viendrais bien doula»? Alors en fait, bon, c'est un long cheminement, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'était, comme beaucoup de personnes dans mon postpartum, j'ai été confrontée à des discours, à des remarques, à des problématiques, de mon entourage, de parents sur les réseaux sociaux et cetera, et j'étais à 1000 lieues de ce qu'ils pensaient, de leur définition en fait de ce qu'était l'enfant et de ses besoins et cetera, et je me suis dit: pourquoi moi, j'arrive à penser ça de mon enfant, à lui offrir ça sans jugement, sans de façon inconditionnelle, en respectant évidemment mes limites, même si comme toutes les jeunes mères, je me suis perdue là-dedans à un moment donné, mais parce qu'il faut savoir qu'avant ma grossesse, j'avais un discours sur les enfants et sur tout ce qui se fait dans le monde périnatal qui était très violent. Voilà, je faisais partie de ce genre de personnes qui écrivaient qu'il fallait tuer les enfants dans les transports en commun, et Ah cetera, oui. parce que leur présence était insupportable. Alors évidemment, c'est toujours, des blagues, hein, quand on l'écrit, on se dit: «Mais c'est une blague», et en fait, quand tu as un enfant et qu'une personne qui a pu écrire, dire, penser ce genre de choses porte la vie, ça change absolument tout, et je me suis dit: «Il y a d'autres personnes qui étaient comme moi avant, qui ont eu des enfants et qui n'ont pas du tout changé». Alors je me suis dit: «Pourquoi moi, j'ai réussi à changer sans vraiment le vouloir, en étant transportée comme ça dans ma maternité?» Et en fait, c'est simplement parce que, pour des raisons médicales, j'ai été arrêtée très tôt dans ma grossesse. Au bout du deuxième mois de grossesse, j'ai été arrêtée. Ah oui. Voilà, et donc j'ai passé toute ma grossesse quasiment à faire rien d'autre que de fabriquer un bébé. Et donc j'ai pu, me connecter à ce bébé très tôt, favoriser le lien très tôt. J'ai tout de suite pris conscience que j'étais plus jamais seule, que je passais mes journées avec ce bébé. Donc je lui disais bonjour, je lui disais ce que j'allais manger, je lui disais ce qu'on allait faire. Quand je montais dans la voiture, je lui expliquais que ça allait faire des secousses. Enfin, voilà, des choses très tôt de verbalisation, de prise en compte de ses possibles émotions fœtales, et cetera, qui ont fait que forcément, une fois qu'elle est arrivée, ça a été, simple. Ça a été une continuité de l'accueil de ce qu'elle était, de ce qu'elle pouvait ressentir, et une forme, moi, d'adaptabilité à ce qu'elle pouvait, être et ressentir. Donc je me suis renseignée sur des métiers qui pouvaient apporter aux familles ce que moi j'avais reçu naturellement, et donc au départ, je voulais être accompagnante parentale, pour des personnes qui, voilà, 2 ans et demi, 3 ans postpartum, commencent à rencontrer des difficultés relationnelles avec leurs enfants, et de pouvoir, remettre un peu, du sens et du doux dans leur, expérience parentale. Hem Et puis, en fait, je me suis dit: «C'est limite un peu trop tard». J'ai pas envie d'arriver au moment où c'est déjà, conflictuel.
Et donc j'ai continué à creuser comme ça. Je me suis rendu compte que ça pouvait être bien en amont et que pour être bien en amont auprès de ces familles-là, c'était être doula. Voilà. D'accord. Donc ça démarre très tôt. Ouais. Et là, tu t'es dit: «J'arrête mon boulot, heu, Pas, je me lance, c'est parti», pas tout de suite. Pas tout de d'accord. suite, parce que j'étais en congé parental quand j'ai découvert ce métier-là et puis tout ce monde-là, parce qu'effectivement, c'est un monde qui est très vaste et pour trouver ce qui nous correspond vraiment, encore une fois un long chemin. C'est un long chemin pour arriver à se dire je vais être doula et c'est encore un très long chemin pour arriver à définir quelle doula on a envie d'être. Euh, et donc, j'ai voulu prendre mon temps et je me suis pas lancée tout de suite. Par contre, j'ai commencé à me renseigner sur les formations, sur ce qui pouvait être fait dans le métier de doula, puisque comme c'est très large, on peut faire ce qu'on veut, on peut choisir les spécificités qu'on veut, etc. Euh, et puis, mon ancien patron m'a rappelé et m'a proposé de redevenir sa coordinatrice qualité pour lui obtenir le marquage CE médical, etc. Et je me suis dit, peut-être que c'est pas le bon moment que je sois doula. Et j'ai accepté. Voilà, j'ai OK. accepté, j'ai recommencé du coup à travailler en télétravail parce que ma priorité c'était quand même ma fille et j'avais pris un congé parental pour respecter, enfin pour être auprès de mon enfant. Donc il fallait que si j'accepte un travail, ce soit pas au détriment de ce que j'avais projeté dans ma maternité. Donc Mmh. j'ai fait du télétravail pendant 1 an. Et pendant cette année-là, je me formais le soir, le week-end ou pendant mes congés au métier de doula. Et c'est seulement l'année dernière, en fin novembre, début décembre, où j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon dirigeant. Tout simplement parce que ce que je vivais dans mon métier ne me nourrissait pas comme mon métier de doula. Et donc j'ai voulu consacrer plus de temps à mon métier, mais aussi me consacrer plus de temps à faire des choses qui me plaisent plus que coordinatrice qualité. C'est un beau choix, c'est un très beau choix. Un choix courageux aussi quand même. Mm. C'est ça. Oui, oui, courageux, oui. Ouais, ouais. Tu as pas été flippette un peu quand même au moment de Si, si, bien sûr. Si, si, mais je reste, heu, je reste très satisfaite d'avoir fait ce choix-là. Je le regrette pas du tout, à part, pour la stabilité financière évidemment, mais ça c'est Ouais. voilà, c'est comme pour, j'aurais choisi n'importe quel autre métier, ça aurait été pareil donc sinon, non, c'est pas du tout un choix que je regrette, Et bienvenue dans les métiers d'indépendants. Salut. voilà. Merci. Je comprends bien. Tu parles de la formation, pour être doula, tu parles que tu expliques que c'est très vaste. Est-ce que tu peux nous Mmh. raconter un peu ton parcours justement sur le sujet? Comment tu as choisi la formation que tu as faite? Et ensuite, quelle était cette formation? Pour le coup, ça fait une question très longue, donc Mmh. je la reprendrai peut-être, hein, tu pas. Il y Est-ce a que tu pas de peux commencer souci. par nous raconter, hem, comment tu as choisi justement ta formation? Alors, il faut savoir que donc le métier de doula n'est pas reconnu. Ce qui veut dire qu'aucune des formations ne l'est non plus. Mmh. Donc, on peut choisir n'importe quelle formation et d'ailleurs, on peut même choisir de ne pas se former et se déclarer doula. C'est un autre YOLO. sujet, voilà. Mais moi, évidemment, je ne voulais pas me lancer sans C'est pas possible. formation. Il te fallait une certification CE doula. C'est ça. Évidemment. Donc j'ai commencé effectivement à chercher la formation qui me correspondait le plus. Une fois que j'ai compris qu'aucune formation n'allait m'apporter de reconnaissance puisque le métier n'était pas reconnu, j'ai commencé à chercher la formation qui me correspondait le plus par Mmh mh. rapport à la doula que j'avais envie d'être, Mmh. d'une part, et d'autre part, ce que j'avais envie d'apprendre. Parce que le métier de doula, c'est quand même une implication personnelle énorme. Et j'avais envie de travailler sur des sujets qui me enfin, qui étaient nécessaires pour moi, pour ne rien induire auprès des familles que j'allais accompagner. J'ai commencé par le séminaire Accompagner la vie dans la mort d'Isabelle Chalut, D'accord. qui propose aussi une formation de doula. Donc là, c'était un séminaire, c'était pas une formation de doula. Mais j'avais besoin de commencer par ce séminaire-là parce que quand on approche la vie, comme une doula ou une sage-femme, enfin, quand on travaille dans le monde de la périnatalité, la frontière entre la vie et la mort, elle est très mince.
Et si je peux être, très ouverte au sujet de la vie et j'étais très fermée au sujet de la mort. Et donc c'était le premier point que moi je voulais déconstruire, encore une fois pour ne rien induire auprès des familles, Mmh. pour ne pas faire l'autruche parce que, une grossesse peut s'arrêter à tout moment, un enfant peut être malade, donc j'avais besoin de me confronter, heu, avant d'y être réellement, confrontée dans mes accompagnements, au sujet de la mort. Et donc j'ai commencé par ce séminaire-là, qui était hyper enrichissant. C'est vraiment un séminaire que je conseille, même sans vouloir être, doula, hein, puisque ce n'est encore une fois, c'est un séminaire, ce n'est pas, pour le précisément le métier de doula. Par contre, c'est un séminaire vraiment, tout doux, qui remet du sens dans la mort, qui redonne du pouvoir aux personnes qui sont en train d'accueillir la mort. Et c'est Mmh. vraiment très, très beau. Et encore une fois, on voit le manque de considération dans notre société des personnes qui sont malades et en fin de vie. Et c'est encore une fois, ça donne envie de militer et d'accompagner les personnes qui sont en fin de vie et qui sont malades. Donc ça m'a permis de faire le lien entre la vie et la mort et puis de m'ouvrir à un autre monde qui est le monde de la Tanadoula, mais c'est un autre sujet qui fera l'objet peut-être d'un autre épisode de podcast, mais voilà. Donc j'ai commencé par ce séminaire-là et puis, je me suis offert ensuite le séminaire d'approche quantique à la naissance avec, Karine Langlois. Encore une fois, c'est un séminaire, ce n'est pas une formation. Karine Langlois propose aussi une formation de doula. Mais j'ai fait un séminaire parce que, encore une fois, j'étais encore en activité, j'étais encore coordinatrice qualité, donc je Mmh. ne pouvais pas ni financièrement ni dans mon planning caler une formation complète de doula. Donc j'ai commencé par des séminaires. Et puis évidemment, l'approche quantique de la naissance, ça a été une révélation comme pour beaucoup de personnes, de D'accord. s'apercevoir qu'il y a bien plus d'étapes que les traditionnelles latences actives, délivrance, etc., dans l'enfantement. Mmh. Cette image du vortex, elle est très parlante. Et il y a vraiment des informations que l'on peut s'approprier sans, se, sans prendre l'entièreté du séminaire. C'est vraiment une très belle approche d'un nouveau paradigme des naissances. Et puis, Karine a ouvert son école de Quantique Doula. Mmh. Et évidemment, portée par les enseignements du séminaire, je me suis dit, je vais en apprendre plus auprès d'elle, puisque Karine est sage-femme. Et elle a ouvert son école avec une seconde sage-femme. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais être formée par des sages-femmes pour être doula, je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, c'est l'idée que j'ai eue et je la regrette pas du tout. Voilà, et donc j'ai commencé en janvier l'école Quantique Doula. J'ai terminé mon cursus de formation et je vais obtenir mon diplôme dans quelques semaines. D'accord. Et pour le coup, tu as déjà accompagné des familles, là? Oui, oui, D'accord. oui, j'ai déjà accompagné des familles et d'ailleurs, merci de poser cette question puisque durant cette année, j'ai été contactée par une personne enceinte de jumeaux, et donc je me suis offerte aussi une formation de doula de la grossesse gémellaire pour pouvoir, D'accord. être vraiment, au plus proche de ses besoins et au mieux informer moi de ce qu'elle était en train de vivre et de ce que je pouvais lui apporter. Donc je me suis aussi formée pour être, doula de la grossesse gémellaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend, dans la formation pour être doula, pour le coup? Alors, on apprend la posture auprès des familles. Donc, ce 1er point, c'est ça, c'est de ne rien induire de son parcours personnel, d'être, pro-choix. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas là pour militer auprès des familles, on n'est pas là pour, instrumentaliser les familles, on est là pour les accompagner dans leurs choix. Et s'ils en formulent la demande, on peut les aider. Mais le cœur de notre métier, ce n'est pas d'aider les familles à faire leurs choix. Notre cœur de métier, c'est de faire respecter leurs choix. Donc on apprend ça, à se déconditionner, à se défaire de son histoire personnelle, etc., pour être vraiment pro-choix et aligné auprès des familles qu'on accompagne. Et pour ça, bah, il y a différents outils comme l'écoute active, comme la non-directivité, le non-jugement. Et ça demande aussi d'être informé sur les sujets qui vont être sur le chemin de ces familles-là. Et ces informations-là, elles sont utiles pas seulement
pour les informer, mais aussi pour nous informer de ce que les familles risquent de vivre sur leur parcours Eh oui. de grossesse ou d'enfantement, etc. Et encore une fois, pour être la mieux armée possible, pour pouvoir faire pas front avec eux, mais pour pouvoir les accompagner à travers ça. Voilà, en gros, c'est ça. Mais ça prend du temps et évidemment, les sujets abordés sont très, très lourds, très vastes. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi la formation Quantique Doula parce que ça commence de la préconception et ça s'arrête à la ménopause. Donc Mhm. c'est vraiment Ah oui. du cycle menstruel des premières ménarches jusqu'à la ménopause, l'arrêt de la fertilité et même au-delà avec la maladie et la mort. On voit tous ces sujets-là. Et donc on voit ces sujets-là d'un point de vue médical dans le sens où on est informé de ce qui est fait médicalement, de ce qui peut être proposé aux familles médicalement, même si nous, on n'est pas là pour diagnostiquer, pour prescrire, etc. Mais encore une fois, c'est important de savoir ce qui se fait, surtout dans notre société où le médical a une place énorme. Donc c'est important de savoir ce qui est proposé à ces personnes quand elles vivent tel ou tel passage de vie, et aussi pour redonner un peu du sens à ce qu'elles sont en train de vivre. Voilà. Et c'est vraiment, comme Karine le dit, c'est entre science et sacré. C'est vraiment, il y a la science, la physiologie de ce qui se passe donc des premières ménages jusqu'à la ménopause, en passant par le prénatal, l'enfantement, etc. Euh, et il y a quelque chose d'assez sacré dans ces passages de vie-là, euh, qui nous lie tous finalement. On y reviendra juste après. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis. C'est déjà la longueur du champ d'action, on va dire, de la Mm, doula. mm. Donc, entre de préconception, ménopause, jusqu'à un petit peu la mort. Alors, la préconception, pour le coup, ça démarre comment? Des couples peuvent venir te voir en te disant, voilà, on veut faire un enfant et on voudrait des conseils? Oui. En fait, la préconception, souvent, c'est des sujets qui sont abordés en prénatal, donc pendant la grossesse. Mais encore une fois, c'est peut-être un poil trop tard. Parce qu'en plus, il y a les bouleversements émotionnels, hormonaux, etc., qui favorisent pas forcément une communication saine. Euh, le stress monte, une échéance arrive, alors que dans la préconception, il y a moins de cet aspect temporalité, il y a plus d'écoute des deux partenaires, s'il y a deux partenaires, parce qu'on peut aussi faire un enfant tout seul. Mais donc la préconception, c'est ça, c'est d'offrir un espace aux personnes qui ont un désir d'enfant et de les sensibiliser au sujet du devenir parent. Donc, ce Mhm. que c'est être une personne enceinte, ce que c'est de vivre aux côtés d'une personne enceinte, ce que c'est un enfantement, ce que c'est d'accompagner une personne qu'on aime dans son enfantement, ce que c'est un postnatal, ce que c'est un nourrisson, quels sont ses besoins, quels vont être les bouleversements possibles, et comment on peut anticiper au mieux tout ça. Et entrer dans la grossesse en étant ne serait-ce qu'un tout petit peu sensibilisé aux sujets qui font beaucoup de bruit en ce moment, c'est vraiment précieux. Et c'est ça que permet une doula en préconception. Non, mais je comprends bien. Donc, si je comprends bien, donc je vais utiliser une expression de thérapeute pour le coup. Euh, Moi, ce que j'entends, c'est que le rôle de la doula, enfin, un des rôles de la doula, c'est de faire le lien entre l'écologie des familles et le monde qu'ils vont rencontrer sur le sujet de la périnatalité, quoi. Oui, c'est exactement ça. Cool. C'est de s'approprier des sujets communs, sociaux, politiques, et les aligner par rapport à soi. Et justement pour éviter de tomber dans les injonctions, dans le manque de ressources, voilà, pour optimiser ces passages-là et faire que cette famille-là va rester unie, et puis va surtout kiffer son expérience de parentalité parce que c'est ça aussi, je pense que, enfin en tout cas moi, que je pratique mon métier, c'est de permettre aux familles de vraiment se dire être parent, c'est génial. Même si c'est difficile, et j'ai le droit de dire que c'est difficile, et j'ai le droit de demander de l'aide et tout, mais puisque j'ai le droit de dire que c'est difficile, que j'ai le droit de demander de l'aide, et que je reçois l'aide appropriée à mes besoins, bah en fait c'est trop cool d'être parent. Tu as cité Karine Langlois en disant c'est entre science et sacré.
Il y a un article dans Cosette qui est paru il y a peu, au moment où on enregistre le 21 novembre 2021. Il indique que chez les doulas, il y aurait des dérives de rejet de la médecine qui pourraient mettre en danger les patientes. Qu'il y aurait peut-être même des dérives un petit peu sectaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, toi, dans ton approche, dans ta formation et dans ta pratique? Alors, je l'ai pas personnellement observé, mais je ne nierais pas que ça puisse exister. Je trouve Mmh mh. que ce débat autour des dérives sectaires, il est intéressant parce que encore une fois, ça permet de protéger les familles et c'est vraiment l'essence de mon métier, protéger les familles dans leur, passage de vie. Donc c'est vraiment pas un débat qui me dérange. Hem, En revanche, il y a quelque chose, dans cet article, je pense et puis dans cette crainte autour du métier de doula, qui est de considérer, une doula qui dénoncerait, le système, de l'accompagnement médical des naissances comme une doula anti-médecine et ça, je trouve que c'est dommageable, à la fois pour les familles et aussi pour le métier de doula, mais le métier de doula passe en second plan. Encore une fois, ce sont les familles qui sont à prioriser dans ce parcours de vie, hem et je pense qu'il y a, des nuances à apporter, encore et toujours quant au fait de dénoncer un système et de justement offrir un espace pour les victimes de ce système, de faire porter leur voix en fait et de dire, de penser qu'une doula qui dénonce un système grâce aux témoignages de plus en plus, nombreux de victimes de ce système-là, hem, comme, comme si elles instrumentalisaient ces témoignages terribles, pour dénoncer un système, et de les taxer d'anti-médecine, je trouve que c'est dangereux. Le débat autour de l'anti-médecine et des dérives sectaires est hyper utile, même si comme tous les extrêmes, c'est pas forcément amené de la bonne manière, mais je trouve que ce débat, il est utile. Mais la manière dont c'est fait et de dénoncer les mauvaises personnes comme les doulas qui dénoncent un système, ça, c'est dangereux. Si je comprends bien ton propos par rapport à cet aspect un petit peu, hem, voilà, les doulas seraient, anti-médecine. L'interprétation en tout cas que tu nous livres, ça serait que, bah, c'est-à-dire que quand les doulas aident, accompagnent le débat sur les violences, obstétricales et gynécologiques, qui est un débat qu'il faut porter et qui est porté aussi par une association qui s'appelle Stop Vogue, hem là, pour le coup, on vient les taxer d'anti-médecine, on va dire un petit peu médecinophobes, Mmh. voilà, tout à coup et ce qui fait qu'en fait, on clôt le débat, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, leur propos, n'est pas intéressant, n'est pas censé et même on va les taxer de manipulation, quoi. Oui, c'est ça. C'est Mmh. que du coup, en plus de silencer, le vécu, traumatisant de ces personnes-là, on vient, mettre la responsabilité, heu, sur on désigne un coupable qui n'est pas le bon. C'est encore une fois, c'est détourner le vrai sujet qui sont les violences, gynécologiques et obstétricales, hem et cette, oui, cette forme, d'infantilisation, dans l'accompagnement, médical qui est proposé aux familles, heu et encore une fois, c'est un débat qui est très utile et quand on voit le nombre, de personnes du personnel médical qui se remettent en question et qui réalignent leurs pratiques pour être dans, dans l'inclusivité, dans, la demande de consentement et cetera, bah, je trouve ça génial, en fait et donc de silencer, les victimes en rendant coupables celles qui font porter leur voix, heu, en faisant peur à la population, si j'ose dire, en disant: «Attention, les doulas, ce sont des anti-médecine, des hérétiques», en gros, c'est très dangereux. C'est très dangereux et puis c'est voilà, c'est encore une fois détourner, le vrai problème. Et bon, il y a pas que ça dans cet article, hein, ça parle aussi d'appropriation culturelle, et d'autres sujets, mais on peut pas, on pourra pas tout traiter dans cet épisode. Justement, pour le coup, moi, la question que je me pose, c'est que comment est-ce qu'on définit le côté sacré alors? Parce que c'est un petit peu ça aussi dont il est question dans l'article, Mmh. c'est qu'au travers du féminin sacré, d'une certaine sacralisation de la naissance, on fait passer des idées, qui seraient pour le coup dangereuses et d'ailleurs c'est très fort, hein, puisque
Dans l'article, on parle même de mettre en danger les patientes. Comment est-ce que toi tu définirais pour le coup cet aspect sacré, puisqu'on parlait de science et de sacré. Alors la science, on Mmh. la connaît, on y est confronté très très vite et sans qu'on nous le demande. Mais le côté sacré, pour le coup, comment est-ce que tu pourrais le définir? Alors justement, moi j'aime cette définition de entre science et sacré, parce que déjà ça Mmh. apporte de la nuance et ensuite parce que, la notion de sacré, elle est propre à chacun et chacune et en fait, on peut, vivre une grossesse, comme ça, en se disant, «Bah, voilà, c'est la vie, il y a un fœtus qui se développe à l'intérieur de moi» ou on peut se dire: «Mais c'est magnifique, il y a des cellules qui se sont développées et puis il y a un placenta qui s'est implanté dans mon endomètre et mon bébé s'est accroché à ça et grâce à ce nouvel organe que mon utérus est en train de créer en coopération avec mon fœtus, il est nourri, il est protégé et il va se développer comme ça au fil des mois, des semaines et cetera, jusqu'à être assez, mature pour sortir et puis après bon évidemment le la dimension sacrée de l'enfantement elle est encore plus belle et plus vaste mais tu vois, c'est ça, c'est juste la science, ce que je viens de définir là, la division cellulaire, l'implantation placentaire, c'est juste de la science. Mais on peut se dire, bah oui, bah, voilà, c'est un placenta qui s'implante, puis il y a un fœtus qui se développe. Mais on peut se marquer un temps d'arrêt et puis s s'autoriser à avoir un petit sourire niais et puis des étoiles dans les yeux en se disant: «C'est quand même beau la vie, c'est quand même beau ce qui est en train de se passer à l'intérieur de mon ventre, à l'intérieur de la personne que j'aime». C'est voilà, donc le sacré, la définition du sacré, elle est propre à chacun, à chacune. Hem, ce qui est dit dans cet article que ça met en danger les patientes, heu, dans certains cas, je dirais que je suis assez d'accord. Parce D'accord. qu'au même titre qu'il y a, de l'hypermédicalisation des naissances et ça, enfin, voilà, de plus en plus de personnes y sont sensibilisées et on va pas en reparler dans cet épisode, mais il y a aussi de l'hyper-normalisation, de l'hyper, physiologie, c'est beau comme mantra de dire, «Ton corps sait faire, ton bébé sait se mettre au monde», c'est la stricte vérité scientifique. Un corps humain sait mettre au monde un fœtus mature, un bébé sait se mettre au monde avec la biomécanique de la naissance et cetera. Seulement il y a des dimensions d'historique personnel, émotionnel, d'ambiance au moment où la naissance va se passer et cetera, qui font qu'en prenant seulement la physiologie, c'est 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 trop peu pour considérer qu'une naissance, c'est sacré. C'est trop peu parce que tout ce qu'il y a autour de la personne qui va enfanter est sacré et encore une fois, c'est pour ça que j'ai été très sensible à l'approche quantique de la naissance parce que c'est ça, en fait. C'est de dire que tout ce qu'il y a autour de la personne qui enfante, que ce soit, l'ambiance, que ce soit les personnes qui vont entrer dans l'espace, dans le territoire de naissance et cetera, vont influencer le processus de naissance et c'est vrai et encore une fois, c'est très scientifique. L'adrénaline, par exemple, c'est une hormone, qui se partage. Une personne stressée entre dans la pièce au moment où on parle et on va être un peu stressé et donc la personne qui enfante étant très, perméable à tout ça, va forcément s'en trouver, impactée. Donc je pense qu'effectivement, parfois, de seulement accompagner les femmes, les personnes enceintes, de seulement accompagner les personnes enceintes en leur disant, «Ton corps sait faire, ton bébé sait se mettre au monde» et cetera. C'est quelque part un peu les mettre en danger effectivement par rapport à une réalité ne serait-ce que sociale. Heu, En France, on est très peu à accoucher chez soi et de ne pas avoir de suivi médical. Donc en fait, c'est dangereux dans le sens où, comme on a peur de se faire infantiliser dans le paradigme médical, comme on a peur de se faire violenter et à juste titre, puisque c'est effectivement ce système médical qui infantilise et qui violente, cette peur-là, elle est légitime, hem, mais elle ne devrait pas trouver de réponse seulement dans un accompagnement empouvoirant. Elle devrait aussi trouver une réponse dans une réelle prise de conscience du personnel médical qui gravite autour des personnes enceintes et des familles, et de du coup, collaborer ensemble, tous ces acteurs qui sont autour des familles et qui veulent la même chose finalement, qu'un
la personne enceinte et son bébé et les personnes qui vont l'accompagner dans cette, vie, heu, seront heureuses et en vie et en santé et cetera, puisqu'on veut la même chose, il faudrait collaborer ensemble. Mais c'est pas ce qui se fait en ce moment. Ce qui se fait, c'est, voilà, des débats où on dit: «Où se place la peur?» Où se place la peur? Est-ce qu'elle se place dans un système violent ou est-ce qu'elle se place dans des personnes qui, s'autoproclament doula puisque doula n'est pas un métier reconnu, et font peur aux familles en informant de toutes ces violences et cetera. Donc encore une fois, ce sujet-là, il est très important. Ce débat-là, il est très important. Maintenant, il y a des nuances à apporter qui sont elles aussi très importantes. Dans cet article, il est aussi fait question, d'un point de vue que je rejoins moi personnellement, hem et en t'écoutant, je vais me permettre de formuler mon point de vue de manière plus élaborée. Il est écrit que les doulas masquent le problème du manque de personnel médical et notamment du manque de sages-femmes en France et de leurs conditions de travail. Hem, m Moi, j'ai tendance à penser que vous n'avez pas le même métier et que, il y aurait plutôt une question de complémentarité entre ces métiers-là et que, en effet, ça ne masque pas le sujet qui est important du manque d'effectifs des sages-femmes, en France et des conditions de travail et que peut-être, encore une fois, au lieu de vouloir opposer, des gens qui accompagnent les femmes, dans leur parcours de grossesse et d'enfantement, beh, on devrait peut-être se poser des questions, de se dire: «OK, comment est-ce qu'on lutte en commun, quoi?» Mmh, exactement. C'est un des sujets de cet article sur lequel je ne suis pas d'accord. Heu, les autres, tu vois, qui étaient pourtant beaucoup plus, crus, ceux-là, je suis assez d'accord sur le fond, encore une fois, pas la forme, mais sur le fond. Celui-là, non, par contre, non. Mon métier ne masque pas, les problèmes qu'il y a, surtout parce que, justement, notre métier permet de dévoiler ces problèmes-là. Au contraire. Ça, les gens se disent: «Mais qu'est-ce que c'est ce nouveau métier?» Alors déjà, ce n'est effectivement pas un nouveau métier, mais qu'est-ce que c'est cette nouvelle mode et pourquoi elle est là? Bah, pourquoi elle est là? Parce qu'on vient pallier à quelque chose qui manque et donc on vient souligner tout ça et on vient bousculer les choses. C'est inconfortable d'être bousculé et au niveau social, c'est tout aussi inconfortable, mais on vient bousculer les choses, on ne vient pas masquer, non et justement, je pense que être doula, c'est, quelque part un peu militer et choisir d'être accompagné par une doula, c'est aussi militer, pour avoir un meilleur suivi, un meilleur accompagnement et cetera. Donc en ce sens, ça ne vient forcément pas masquer le problème. Au contraire, ça vient le révéler et ça vient donner de la matière au débat, et ça vient, en attendant que les choses s'améliorent, offrir un accompagnement qui prend en compte tous les besoins des familles et pas OK. seulement, effectivement le médical, mais aussi l'affectif, l'émotionnel et cetera. Donc ça ne vient pas masquer, mais ça vient révéler un problème. Donc si je comprends bien, toi, tu vois ton engagement comme doula comme une action militante aussi, Mmh. mais tu me parlais aussi de comment dire? De ne rien induire chez les familles. Est-ce Oui. que c'est pas un peu chaud pour le coup quand on est, une femme engagée comme toi, qui choisit, de faire un métier militant, qui a affaire à des familles qui sont aussi dans une action militante dans leur choix de faire appel à une doula? Est-ce que c'est pas des fois pour le coup un peu compliqué de ne rien induire? Si, c'est compliqué et c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de s'offrir des formations pour justement accéder à, cette posture, alignée et juste auprès des familles, mais effectivement aussi auprès de ce système médical, heu, pour pouvoir, vraiment redonner confiance, à un système au-delà des préjugés et de pouvoir, collaborer pour les familles. Donc c'est difficile, mais pour l'avoir vécu, cet été, en étant, je pense, une des rares doulas à être acceptée dans un bloc opératoire pour une césarienne, heu, la militante en moi s'éteint totalement. Quand je suis doula, je suis Mmh. auprès de la famille que j'accompagne, c'est tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, personnellement, moi, dans ma pratique, je n'instrumentalise pas les familles. J'aurais pu, parce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai ressenti des choses dans ce bloc opératoire qui étaient franchement gênantes. Et j'aurais pu l'utiliser, même après, pour militer vraiment très spécifiquement en partant
de cette famille-là, de ce et du coup, en attaquant les personnes qui étaient là. Et en fait, comme c'est un problème systémique, c'est pas comme ça que j'ai envie de mener mon combat. Donc finalement, c'est une posture délicate que d'être militante, affirmée, mais c'est aussi, très facile de trouver sa place parce que mon cœur de métier, c'est d'accompagner les familles. Ce n'est pas de militer. Je milite en dehors du cadre de mes accompagnements. Donc quand je suis auprès de mes familles, je ne milite pas. C'est c'est du militantisme, tacite parce qu'effectivement, être doula et se faire accompagner par une doula, c'est quelque part un peu militer. Tu nous dis, qu'il y a un problème systémique. Alors je suis d'accord avec toi, il y a un problème systémique, mais pour le coup, est-ce que ça implique qu'on peut pas être partie prenante dans ce système et dans la résolution des problématiques qui en découlent? Si, justement, je pense qu'on peut être partie prenante dans la résolution de problèmes et justement, je trouve que de dire que c'est systémique, c'est parfois un peu simple parce que du coup, la problématique n'a ni nom ni visage et finalement, c'est la faute de tout le monde et de personne. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de s'apercevoir qu'on a tous une responsabilité à prendre dans ce nouveau paradigme des naissances, mais aussi de l'enfance, pour ne pas me répéter, parce que c'est ça pour moi le cœur de mon métier, c'est l'enfance. Euh, donc, de se responsabiliser chacun, les familles, euh, les, le personnel médical, les politiques. Voilà, c'est un système, mais ce sont tous les acteurs de ce système qui doivent se responsabiliser, chacun, et pas de OK. manière globale et voilà. Tu parles de naissance respectée, tu parles de l'enfance, tu parles de la naissance, de beaucoup de choses. Quel serait à toi ton souhait pour les futures mères, dans les années à venir? Les futures mères et familles plutôt même, dans les années à venir? Mm. Bah, je vais pas me faire des amis, mais mon souhait, c'est que mon métier disparaisse. J'aimerais Mmh mh. que, avant même qu'il soit reconnu, qu'on n'en ait plus besoin. J'aimerais que justement ce système et les politiques prennent leurs responsabilités par rapport à ce que c'est être un enfant dans la société, de ce que c'est être parent qui accompagne les enfants dans la société, et de se dire, OK, ça va être inconfortable, mais là, il faut tout bousculer. Et donc, comment on bouscule tout? Eh ben, on bouscule tout déjà en redonnant des outils aux personnes qui existent déjà. Puisque on va partir du principe que les doulas, ça n'existe pas, ce sont des licornes dans ce système. Bah, les acteurs qui existent déjà, ce sont par exemple les sages-femmes. Et ben, de redonner des outils et de redonner une vraie place aux sages-femmes. Donc ça implique évidemment de réformer leur formation, et de leur redonner une vraie place auprès des familles, en leur redonnant du temps euh, et en refusant le travail à la chaîne comme ça, en se disant, c'est pas une usine à bébés ici, parce que les bébés sont importants, les bébés ont des besoins, les personnes qui portent et qui enfantent ces bébés sont importantes, les personnes qui gravitent autour de cette femme et de ce bébé sont importants, et comment faire pour que tout ce beau monde aille bien, puisque en plus, voilà, l'expression le dit bien, ce beau monde fait partie de ce monde, et comment on peut euh, amener une vraie révolution de l'enfance et de la famille au sein de la société. Et sans même d'ailleurs parler uniquement des naissances, mais aussi dans le monde de l'entreprise, en postpartum, avec les congés parentaux, etc. Enfin, voilà, comment transformer tout ça pour redonner une vraie place aux familles dans notre société. Donc moi, ce que je souhaite, c'est ça, c'est qu'on se dise, ok, bah merci les doulas d'avoir foutu un gros coup de pied dans la fourmilière, les doulas entre autres évidemment, puisque nous ne sommes pas les seuls à militer, et je pense encore une fois aux sages-femmes. On a compris le message et on va collectivement redonner une vraie place à nos familles, puisque finalement ça nous concerne tous. On est tous une famille, on vient tous d'une famille, on est tous probablement en capacité d'avoir une famille, et une famille au sens très large, hein, pas, voilà, même en parlant d'adoption, etc. Donc c'est comment, voilà, comment prendre nos responsabilités collectivement, mais aussi individuellement, de ce que c'est une famille et de comment répondre à ses besoins. OK.
C'est une belle réponse, merci. J'ai envie de citer Chantal Birman dans le film À la vie de Haute Pépin, quand je t'écoute, qui déclare dans ce film que j'invite tout le monde à aller voir, Mmh. encore une fois, qui déclare que c'est justement en observant la place qu'on fait aux sages-femmes dans la société qu'on se rend compte de la place qu'on fait aux femmes. Et en effet, quand on voit comment est-ce Mmh. qu'elles sont traitées, ça veut tout dire. Et je pense que c'est un chouette un chouette souhait que tu formules. J'ai une dernière question que je t'avais pas envoyée. Et qui est une question que j'aime beaucoup, c'est toi, Clémence, maintenant, avec le recul que tu as, avec la formation que tu as, qu'est-ce que tu aimerais aller dire à la Clémence d'il y a quelques années qui se rend compte qu'elle est enceinte? Bah, j'ai envie de lui dire, qu'elle a raison de voir ça comme quelque chose de très sacré et que par Mmh. contre, il y a pas que ça. Il y a pas que la beauté de porter la vie, il y a pas heu, que se préparer à ce grand passage qui est la naissance. Il y a l'après. Il y a tous les bouleversements identitaires, physiologiques, psychologiques, qui vont survenir et ça, ben, 9 mois, c'est pas de trop pour se préparer à tout ça et et c'est ça, j'ai envie de lui dire, aujourd'hui, tu es beaucoup dans la déconstruction et c'est bien. Bah, tu aurais peut-être dû l'être un petit peu avant. OK. Voilà. Merci beaucoup, Clémence. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.